Donc, je suis très heureux de saluer aussi nos participants en ligne. Avec nous aujourd'hui, Alexandra Matviïtchouk, prix Nobel de la paix d'Ukraine. Oui, nous pouvons évidemment saluer avec nos applaudissements. Elle était keynote il y a 2 ans ici. Et puis également avec nous, ici même, Kenneth Roth en ligne. Donc, professeur Roth, heureusement, a pu nous joindre. Ici, sur la scène, donc, sénateur de Prague, Pavel Fischer, fidèle des conversations Tocqueville. Il était également candidat aux élections présidentielles il y a 3 ans en pays tchèque. Professeur Andrea Bianchi, Professor of International Law at the Graduate Institute of... Donc, le professeur de droit international à l'Institut des hautes études internationales et du développement en Suisse. Nous tous, participants, exprimer notre sincère gratitude à Stéphanie et Jean-Guillaume Tocqueville, ainsi qu'à Laure Mandeville et Corinne Nassif, et à toutes les personnes impliquées dans l'organisation des conversations Tocqueville. Il y a quelques semaines, avec Alexandra Matviïtchouk, nous avons participé à la plus grande foire du livre à Kiev. Des dizaines de milliers de personnes sont venues en famille avec leurs enfants pour rencontrer leurs auteurs préférés, leurs livres aimés, éventuellement dédicacés. Et en même temps, nous savions que les abris contre les bombardements ne sont pas suffisamment grands en ce lieu de Kiev pour protéger toutes les personnes qui sont été là. Et donc, littéralement, les gens risquaient leur vie pour participer à nos rencontres, aux présentations des livres et aux événements tout à fait analogues de nos rencontres ici. Et donc, ce n'est pas un hasard si nous avons commencé à Kiev, en Ukraine, chaque présentation, chaque événement, par un remerciement sincère pour nos concitoyens sur la première ligne qui nous donne la liberté et la possibilité justement à retrouver le nouveau souffle de notre culture. Je tiens aussi à souligner que les questions de sécurité en Europe et de droit international nous rappellent la nouvelle signification du moment Tocqueville. Le régime criminel de Poutine représente une nouvelle forme d'anti-Europe et un tribunal spécial pour juger le crime d'agression contre l'Ukraine a été créé définitivement cette semaine. C'est un grand événement à l'échelle internationale et c'est un fruit de travail considérable depuis plus que 3 ans. Et donc en signature de documents décisifs sur la création du tribunal spécial cette semaine à Strasbourg par le chef du Conseil de l'Europe et le président d'Ukraine. Dans notre livre avec Laure Mandeville, Quand l'Ukraine se lève, sous-titré La naissance d'une nouvelle Europe, évidemment après 24 février 2022, nous avons en particulier signalé qu'en effet, les dirigeants européens ont souligné à plusieurs reprises l'importance particulière de l'énergie vitale et du dynamisme d'Ukraine dans ce processus. Mais il est important de souligner aussi le danger mortel que nous combattons et pour lequel nous payons un prix terrible. Eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui le 27 juin ici, en Normandie, et c'est jour pour jour la date de la tragédie, donc le nom est Victoria Amelina. Notre amie et collègue Pen Club d'Ukraine, 37 ans, mère d'un enfant de 10 ans, elle a décidé de documenter les crimes des occupants sur les territoires occupés. Le prix George Orwell en Grande-Bretagne, cette semaine, est décerné pour son livre « Regardez les femmes, regardez la guerre ». L'Ukraine, journal inachevé. Disponible aussi en français, en allemand et en plusieurs langues. Et si vous voulez, à mon avis,
ici, à Tocqueville, n'est-ce pas, on a évoqué évidemment dans nos débats des chiffres, des dates, etc. Et pourtant, les conversations de Tocqueville nous attirent avant tout vers les visages et des personnalités marquantes en chair et en os. Et donc, à ce titre, je pense que pour notre thème de défense du droit, il est très important aussi de penser aux personnes qui nous aident à comprendre à la fois le prix, les valeurs et la nécessité de penser ce front qui concerne le droit international. Vous connaissez aussi que le droit international aujourd'hui est confronté à de nombreux défis. Il entre deux, non des moindres, et le doute que propage l'agresseur quant au droit en tant que tel, à la justice, et ainsi que projections négatives ou pessimistes sur le travail des tribunaux, des juges. Et la résistance à cette tendance est devenue un champ de bataille stratégique et un jeu capital aussi pour notre sécurité. Et la demande de la justice est un leitmotiv de l'Ukraine et des pays démocratiques solidaires. Elle ne vise pas après-guerre. Elle est une demande pour le temps présent qui peut sauver les vies aujourd'hui, cet été. Et pour cela, évidemment, nous devons réfléchir sur les enjeux évoqués, en particulier ce matin. C'est vrai qu'avant la révolution de la dignité du Maïdan en 2014, nous étions pessimistes par rapport à l'état de notre société et des énergies insondables pour nous. On avait le sentiment de notre société plutôt amorphe. Et ce matin, Laure Mandeville évoquait cette métaphore du sous-marin caché, n'est-ce pas, sous l'eau, qui peut réémerger tout à coup et montrer justement son caractère redoutable. Et je pense qu'on peut prendre cette métaphore historique qui nous aide ici en Normandie à avoir des hypothèses de travail. Et peut-être, et c'est ma question aux participants, est-ce que le tribunal spécial à La Haye pourrait-il devenir en quelque sorte un analogue de ce sous-marin redoutable qui jouera un rôle dans le renforcement du droit et de la sécurité de notre continent? Je passe la parole donc à mon collègue à droite. J'ai déjà évoqué que le professeur Andrea Bianchi est professeur de droit international à Genève et l'un des fondateurs de la Société du droit international en Europe. À vous la parole. Thank you very much, Constantine. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile d'être un avocat international aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Donc c'est la faute du micro. Bon, c'est pas de ma faute pour une fois. Donc, et c'est une période très particulière dans l'histoire de l'humanité. C'est une période où l'état de droit a l'air de disparaître. Et je pense qu'il y a un message fondamental que je voudrais transmettre au public ce soir, qui m'inquiète énormément, en plus des difficultés professionnelles à laquelle je dois faire face en tant qu'avocat international. Souvent, on nous regarde de haut. Nous sommes vus comme étant la personnification de la défaite, de l'échec, d'un projet politique. Alors, il y a une préoccupation que j'ai et que je veux partager avec vous, c'est que pour moi, on dirait que ces derniers mois, il y a eu la disparition, peut-être pas la disparition, mais un déclin constant du vocabulaire dans les réglementations du droit international. On ne parle pas beaucoup du droit. Et sur le jour de la libération, on a Trump avec son grand tableau qui montre 50%, 60%. Personne ne parle des mots derrière cela.
où on ne parle pas non plus de l'illégalité ou de la violation des institutions. Que se passe-t-il pour les édifices que nous aimons, les institutions dont nous nous préoccupons, des interventions des États-Unis en Iran, des bombardements, mais où se trouve le droit international? Pourquoi personne ne parle de ce qui est légal et ce qui n'est pas légal? Pour savoir qui est son ami et qui est son ennemi. Et je pense que cela est extrêmement préoccupant pour chacun d'entre nous. On parle de droit international souvent lorsqu'on lui donne une forme quelque part comme une créature vivante contre le mal, pour déterminer nos limites. Le droit international veut faire ça ou ça. C'est très étrange. Le droit international n'est rien de tel. Ce sont des projections que je pense les gens ont souvent, comme si c'était le chevalier brillant sur son cheval blanc et nous attendons qu'il vienne nous secourir sur son grand cheval blanc. C'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qu'est le droit international. C'est un langage, tout d'abord, qui façonne des pratiques sociales. C'est la manière dont les choses sont faites par les acteurs internationaux lorsqu'ils veulent atteindre et faire des choses ensemble. Et si on ne parle plus la même langue, si la culture change, eh bien, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Tout est hors de contrôle. Et le droit international disparaît de la scène. Et le droit n'est plus présent dans certaines parties du monde. Et cela va énerver les journalistes qui me disent quelles sont les règles du droit international lorsque les choses sont violées. Je dis souvent, il ne s'agit pas de la technicité, il s'agit de nier le droit, finalement. Et cela me rappelle Guantanamo. C'était avant un gros sujet, avant septembre 2011, et souvent on me parlait des technicités de Guantanamo. C'était une zone qui était un endroit de non-droit. Et je pense que c'est quelque chose de grave, parce que lorsque l'on a un endroit où on peut ne pas appliquer le droit, qui ne s'applique pas à certains types de personnes, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut ne pas l'appliquer à l'humanité tout entière. Et je pense que c'est cela dont on parle dans ces circonstances aujourd'hui. Et plutôt que poser la question qu'est-ce que le droit international peut faire pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question à l'inverse? Qu'est-ce que l'on peut faire pour le droit international? Et je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire, que l'on peut tous faire. On peut parler déjà. On peut dire des mots qui sont puissants. On peut utiliser des mots qui nous aident à préserver le sens fondamental de l'égalité. Qu'est-ce qui est de la légalité plutôt? Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce que l'on peut faire pour empêcher que cela se passe? Ce que l'on peut mettre comme limite, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est légal, ce qui est illégal. Si on peut considérer le fait que la Russie mène une guerre d'agression contre l'Ukraine, c'est parce que l'on a utilisé une qualification avec donc des termes pour les répartir. C'est pareil pour les États-Unis et l'Irak à un moment. Donc, c'est important de préserver les mots qui nous aident à comprendre les principes de la légalité. Et je pense que cela peut nous aider à passer à la phase suivante. C'est l'espoir que l'on peut avoir dans une période où nous espérons tous qu'il
matérialise. Donc, dans toutes ces questions existentielles, lorsque l'on parle d'accomplissement du droit international récemment, eh bien, comme je l'ai dit, il y a 2 jours à Strasbourg, il y a eu un accord avec le président Zelensky et le président du Conseil de l'Europe qui ils ont conclu un accord et le statut du droit international a été adopté à ce moment-là. Donc c'est un tribunal qui a une juridiction très spécifique et qui sera en charge de juger les crimes de leadership, c'est-à-dire les crimes réalisés par les élites et par les directeurs au plus haut niveau, par les leaders au plus haut niveau. Quelque chose que l'on ne peut pas faire dans les circonstances actuelles. Donc c'est intéressant parce que cela vient d'un appel de la Commission avec différents États du Conseil de l'Europe. Et il y a de la fierté, on peut dire, dans la reconnaissance de cela. Quand je parle de l'Europe, je dis souvent que si l'Europe était à Hollywood, ce ne serait pas pour le meilleur film, mais ce serait plutôt pour le meilleur scénario. Donc, pour une fois, là, c'est vraiment en première ligne. Donc, c'est un super accomplissement, je pense, de la part de l'Europe. Au niveau du statut du tribunal, il y a donc des éléments de garantie, donc notamment la possibilité d'avoir donc une notion de in absentia si les exigences le nécessitent. Et sur le sujet de l'immunité, cela nous montre un chemin. Le fait qu'aucune position officielle ne peut empêcher ou protéger des personnes de leurs responsabilités criminelles. Et en même temps, cela donne un mandat au procureur d'agir, même lorsque les leaders sont encore en place. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sensible. Donc, si on criminalise et on accuse des leaders qui sont en place, cela peut être problématique, mais cela aura un impact. Donc, lors de l'époque Pinochet, le procureur a pu agir sur des crimes lorsqu'il était en état. Vous savez ce qui se passe pour la plupart des dictateurs? Ils vivent confortablement. Souvent, ils disparaissent. Donc, parfois, il y a une bonne conséquence à cette solution, si vous voulez. Donc, je ne peux pas simplement conclure en parlant des côtés uniquement positifs de ce tribunal, parce qu'il y a également des défis. C'est un tribunal spécial, c'est un tribunal ad hoc. Il y en a eu d'autres, des chambres extraordinaires, une sur le Sierra Leone, sur le Liban. Donc l'idée que l'on peut créer un tribunal ad hoc pour gérer des choses peut mener à l'ad-hocisme. Et donc cela ne peut être réalisé que dans certains contextes. Et cela va avec le besoin universel de justice et des autres tribunaux. Donc je pense qu'il faut avoir une coordination qui soit établie et il ne faut pas abandonner l'universalité des tribunaux que nous avons déjà en place. Et enfin, une réflexion finale, puisque nous sommes ici, donc dans une région qui est chargée d'histoire et de symboles.
là où nous avons donc la libération de l'Europe qui a démarré après la Seconde Guerre mondiale, là où ont été créées les institutions. Et même s'il y a de l'obsolescence, qu'en est-il des idées que les leaders voulaient mettre en avant et les piliers de ce nouvel ordre mondial? Libérer l'humanité, protéger l'humanité, et l'idée que ceux qui réalisent des crimes doivent être punis au nom de la justice internationale. Est-ce que l'on veut vraiment s'éloigner de ces principes qui sont le socle de nos institutions? Est-ce que c'est l'Europe de l'Europe? Je ne sais pas. Maybe it's each and every one. Mais peut-être que c'est l'un de nos moments. On peut penser à l'autopsie d'une créature internationale qui n'est peut-être pas morte. Merci. Thank you so much, dear. Merci infiniment, Andrea. Grazie mille. Professeur Bianchi, vous proposez un aperçu très intéressant du contexte actuel du droit international et en particulier pour le tribunal pour l'agression contre l'Ukraine. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important cette année pour le futur et pour des décisions importantes. Et laissez-moi également vous donner une citation très rapide de Laure Mandeville ce matin. Kiev n'est pas seulement une victime d'agression, mais une alliée précieuse qui tient tête seule à une armée russe 5 fois supérieure en nombre. Elle part de la Sparte ukrainienne. Ici, je me tourne vers mon voisin à gauche, justement spécialiste en défense et président de la Commission des affaires étrangères, des sécurités de la défense au Sénat et au Parlement de la République tchèque. Et je pense qu'il est très important aussi de penser comment les décisions des instances juridiques peuvent, par exemple, nous aider à avancer et prendre l'initiative pour mobiliser 200 milliards d'euros d'actifs russes au service de l'industrie de la défense et éventuellement d'autres décisions décisives, importantes. Pavel, à vous la parole, sénateur Fischer. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir associé à ce panel. Je vais faire suite à l'intervention de professeur Bianchi parce qu'il a très bien expliqué en quoi le droit international est important. C'est pour moi une sorte de première ligne de défense. C'est parfois aussi dernier recours. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait avoir toujours devant les yeux. Et si nous, en Occident, on commence à le laisser de côté pour des raisons opportunistes, il faut se rendre compte qu'on est en train de se tirer la balle dans le pied, voire de commettre un suicide. Parce que dès ce matin, nous avons écouté les témoignages à la fois de la présidente de la Croix-Rouge, qui a parlé de ces atrocités qui mettent en question l'humanité même dans les zones de conflit que la Croix-Rouge suit en première ligne. Bernard Emillet a parlé de violation de droit international qui établit, en absence des règles, les règles de jungle. Et général Douglas Luther a cité bien l'ouverture du traité Atlantique Nord de l'OTAN, qui cite 3 valeurs essentielles: démocratie, liberté individuelle et l'état de droit. Et l'état de droit, c'est une continuité de l'égalité du droit international dans le droit interne et aussi vice-versa. Alors si on se rend compte
que l'OTAN se réfère au droit international, à la Charte des Nations Unies, entre autres, si on se rend compte que toute la construction européenne, de l'Union européenne, est basée sur l'état de droit, sur le droit international, alors si on laisse de côté, pour des raisons d'opportunisme ou de praticabilité, les enjeux de droit international, on est entre autres en train de détricoter le cadre qui nous permet de vivre en sécurité, qui nous permet de combattre l'impunité et qui est quelque part la base de la prospérité dont nous jouissons. Donc cette culture de l'état de droit est quelque chose d'essentiel. Imaginons qu'on laisse de côté ça. L'Ukraine aura du mal à faire valoir ses intérêts. Mais n'oublions pas que non seulement la Russie commet de graves erreurs, mais que aussi la Chine, sous l'autorité du Parti communiste chinois, est en train de bien analyser ce que nous faisons en réponse à l'agression de la Russie. Et si quelqu'un, comme Poutine aujourd'hui, peut se permettre de transgresser la Charte des Nations Unies, alors pourquoi pas la Chine ? Elle est d'ailleurs en train de menacer Taïwan de l'usage de la force, ce qui est aussi exclu par la Charte des Nations Unies. Et on pourrait continuer au Moyen-Orient et ailleurs. Alors je crois que l'humanité est quelque part en jeu et une faiblesse de notre part dans ces moments décisifs pourrait inspirer d'autres à faire autant, et nous aurons vraiment du mal à contenir tous les rapports de force sur le plan international, mais aussi interne, qui nous menacent. Alors, en guise de conclusion, je dirais qu'une réelle politique d'aujourd'hui, une politique pragmatique, devrait coller aux règles de l'état de droit. Sinon, on est vraiment dans une évolution extrêmement dangereuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur Fischer. En effet, vous avez une grande expérience et une vraie analyse de la nécessité de notre culture, de l'état de droit. Je tiens aussi à souligner que dans ce livre couronné des prix de George Orwell, tout en symbole pour nous autres Européens, Victoria Mielina, dans son livre Look at Women, Look at War, elle parle aussi donc de son ami qui représente cette génération de la révolution des idées, Alexandra Matveïtchouk. Je souligne aussi que Alexandra Matveïtchouk est juriste, elle dirige le Centre pour les libertés civiles. Et personnellement, elle a enregistré des milliers d'interviews avec les gens qui ont été torturés, blessés, violés. Et donc, elle était interlocutrice et témoin pour les tribunaux, avocate de ces gens-là, et en particulier par rapport à son ami, longuement cité dans ce livre, Alexandra Matveïtchouk. Avant de vous donner la parole, je vous cite. À la question « Quel est le principal leitmotiv des Ukrainiens ?» vous répondez « La justice a un impact énorme sur notre vie. Si nous entamons les actions judiciaires décisives, même si certains Russes commencent à douter qu'ils n'échapperont probablement pas à leur responsabilité cette fois-ci, qu'ils seront responsables de tout ce qu'ils font, de leurs propres décisions, même si certains Russes commencent à avoir des tels doutes, ces doutes se transformeront en effet dissuasif pour la violation brutale des droits de l'homme. En conclusion, et puisque nous parlons d'une guerre en cours, ça signifie que par une action juridique décisive, nous pouvons sauver des milliers et des milliers de vies. À vous la parole. The floor is yours, Alexandra. Vous avez la parole, Alexandra.
Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler. Je suis un avocat des droits de l'homme. Pourquoi cette guerre transforme des personnes en chiffres? Nous leur rendons leur nom car les gens ne sont pas des chiffres et la vie de chaque personne est importante. Et au cours des derniers mois, nous avons entendu beaucoup parler des requêtes territoriales, des numéros, mais nous n'avons pas entendu parler des gens. Et ça n'est pas OK de parler de la sorte. Nous devons ramener cette dimension humaine dans le processus. Les gens doivent passer en premier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne internationale pour les droits de l'homme en premier, pour parler davantage des personnes et parler du coût humain de cette guerre. Et juste pour revenir à notre conversation d'aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire de notre base de données. C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans, Ilya. Lorsque les Russes ont essayé de saisir sa ville, ils n'ont pas autorisé la Croix-Rouge d'ouvrir des corridors et par conséquent, Ilya et sa mère, comme d'autres personnes dans la ville, ont dû se cacher dans les sous-sols de leur maison des Russes. Ils faisaient fondre de la neige pour avoir de l'eau et ils faisaient du feu pour au moins cuisiner quelque chose. Mais une fois que les biens sont arrivés à échéance, ils ont dû ressortir pour aller chercher. Et ils ont été attaqués par les Russes et avec la dernière force qu'elle avait, la mère a emmené son fils pour le protéger. Mais il n'y avait pas d'aide possible parce que malheureusement, les Russes avaient détruit les maternités et les infrastructures médicales. Et par conséquent, dans cet appartement, ils se sont allongés sur un canapé et se sont pris l'un dans les bras de l'autre. Et ils sont restés comme cela pendant plusieurs heures. Et ce garçon de 10 ans, Ilya, a dit à mon collègue comment sa mère est morte et s'était gelée dans ses bras. Et en tant qu'avocat des droits de l'homme, j'ai une question simple. Comment nous, les gens qui vivons dans le XXIe siècle, allons définir un être humain, leur vie, leur liberté et leur dignité humaine? Est-ce que la force brute est importante ou c'est l'état de droit qui est important? Ce n'est pas simplement pour les Ukrainiens, pour l'Iran, pour le Myanmar, pour le Nicaragua que cette question est importante. La réponse à cette question va définir notre futur en commun. Premièrement, je ne sais pas comment les historiens à l'avenir vont parler de cette période historique, mais l'ordre international qui est basé sur la Charte des Nations Unies et le droit international est en train de s'effondrer devant nos yeux. Le travail du Conseil de sécurité est paralysé et il est facile de comprendre que ces forces vont émerger de plus en plus dans le monde car le système mondial ne marche pas. L'Ukraine s'est retrouvée à l'épicentre de l'événement qui va façonner le futur du monde, car il ne s'agit pas simplement d'une guerre entre deux États, c'est une guerre entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. Et avec cette guerre, Poutine essaie de convaincre le monde entier que l'état de droit, les droits de l'homme sont des valeurs en échec, car il n'a pas eu à les préserver pendant les guerres. Et Poutine essaie de convaincre qu'un pays avec une arme nucléaire peut mettre fin à l'ordre international, peut détruire des communautés et également forcer le changement mondial. Et si Poutine réussit, cela va donner du pouvoir à d'autres et encourager d'autres dans différents endroits du monde. Deuxièmement,
Je sais que les gens commencent à comprendre que la guerre continue et uniquement lorsque les bombes passent au-dessus de leur tête. Mais la guerre n'est pas simplement informative, mais pas simplement militaire, mais également informationnelle et important pour ce que savent les gens, et cela n'a pas de frontières. La manière dont les gens voient la guerre se définit leurs décisions et leurs actions, et c'est la raison pour laquelle les régimes autoritaires s'attaquent à la vérité. La majorité des régimes autoritaires ne partagent pas une idéologie, mais ils ont néanmoins des récits en commun. Ils disent que la dictature signifie la stabilité et la sécurité, alors que la démocratie signifie la faiblesse et l'inefficacité. Ils détruisent les différentes connexions entre les gens, et en plus, nous vivons dans un monde avec un développement rapide de nouvelles technologies. Les gens passent de plus en plus de temps sur ces réseaux sociaux avec plus de mésinformation et de désinformation. Et par conséquent, les gens perdent la capacité à faire la différence entre les mensonges et la vérité. Et nous avons des situations où des personnes de la même communauté n'ont plus le même sens partagé de la réalité, ou n'ont pas de sens de la réalité. Et s'ils n'ont pas cela, ils ne peuvent pas faire d'actions en commun. Et si nous ne faisons pas ces actions en commun, nous pouvons perdre notre confiance et la liberté dans la démocratie. Troisièmement, mon expérience des violences de masse m'a amené à une conclusion simple. C'est l'écroulement de l'ordre international et a été précédé par l'écroulement de l'éthique. Nous avons ce slogan qui demande de plus jamais ça. Et pour les Ukrainiens, plus jamais ça, cela veut dire ça. Nous n'allons plus tolérer le mal. Même si cela dépasse nos capacités, nous allons résister. Nous allons dire plus jamais ça pour les camps, pour l'érosion de notre société, l'extermination totale d'une nation, pour torturer, pour violer. Nous allons nous battre pour une chance infime pour nos enfants d'avoir la liberté, pour vivre sans peur et sans violence, et d'avoir une perspective sur le long terme. Pour les Ukrainiens, plus jamais ça, c'est plus qu'une hypothèse. Et nous l'avons prouvé sur les champs de bataille. Cependant, nombre de personnes en Europe et dans le monde entier ont hérité de la démocratie de leurs parents et commencent à considérer la démocratie comme étant acquise. Et plus jamais ça, cela veut dire que nous n'allons jamais payer le prix élevé pour la liberté, même si nos libertés sont le prix. Nous ne voulons plus rien risquer et nous allons faire des compromis avec le mal, partager et serrer la main avec Poutine, faire des affaires avec la Russie. Comme d'habitude, nous voulons avoir des vies normales. Nous allons laisser des millions de personnes sous occupation pendant des années, et les avocats vont faire une archive de tout cela, de tous les violences, les viols, les camps et les charniers. Ceux qui mesurent tout se retournent vers leur confort et cependant, si vous voulez que votre futur soit sur une carte de crédit, n'oubliez pas que vous allez devoir payer tout cela avec des intérêts, car la Russie est un empire, et un empire a un centre, mais n'a pas de frontières. Les empires essaient toujours de s'étendre. Que nous ayons le courage de l'admettre ou pas, les gens dans les pays européens sont en sécurité uniquement parce que les Ukrainiens se battent encore. Et pour finir, on nous a dit de voir le monde sous le prisme d'une organisation internationale, mais les personnes ordinaires ont un rôle, ils peuvent écrire l'histoire. J'ai enregistré un entretien avec Israël Kaslovski après plusieurs journées de captivité en russe, et je l'ai interviewé. J'ai également interviewé des centaines et des centaines de témoignages de survivants qui m'ont dit comment ils ont été battus, violés, détruits, enfermés dans des boîtes en bois, comment on leur a coupé les doigts. Et il y a des chocs électriques dans leur
appareils génitaux, et tout cela m'a surpris. Cependant, nous avons des détails qui pourraient être considérés un petit peu insignifiants, mais moi, ça m'a touché comment il était enfermé en confinement dans un sous-sol. Et la cellule n'avait pas de soleil, n'avait pas de fenêtre, c'était mal ventilé et c'était difficile d'y respirer. Il y avait des rats qui sortaient du plafond et une autre personne m'a dit comment il a donné des cours de philosophie à ces rats simplement pour pouvoir entendre sa propre voix humaine. Igor Kassovski était une victime, il a été enlevé et détenu dans des conditions inhumaines, il a été torturé si sévèrement qu'il a dû réapprendre à marcher. Cependant, même avec ça, a été une expérience pour lui et il n'a pas voulu être considéré comme une victime. La fondation de notre existence, c'est la dignité et pas le fait d'être victime. Il s'agit de ne pas être responsable de tout ce qui s'est passé. Il s'agit également de faire la bonne chose pour changer le monde. La dignité nous donne la force de changer, de nous battre, y compris dans des circonstances insurmontables. Et je souhaite terminer avec les choses suivantes. Malgré tout, l'histoire de l'Ukraine est une longue histoire qui a ces espoirs nous donnent, ces moments nous donnent un espoir et lorsque l'espoir est nié, il se répand, il se libère et va parmi la population. Ils ont encore un espoir et une chance car le futur n'est pas clair mais il n'est pas encore écrit. Cela veut dire que nous avons encore une chance de nous battre pour l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et l'espoir n'est pas avoir confiance que tout va bien se passer. L'espoir, c'est une compréhension que tous les autres efforts ont un sens. Merci. Thank you so much. Presence here. Merci infiniment, Alexandra Medvedchuk, pour votre présence ici. Et je me souviens encore de la keynote que vous aviez donnée il y a 2 ans de cela. Et nous avons été témoins de votre analyse, de votre engagement sans faille et du prix de la liberté. Et toutes vos activités pour cette distinction claire entre les mensonges et la vérité et cette tradition vivante de Hannah Arendt, de Simone Weil, de Václav Havel. Et je pense que cette présence, votre présence ici, est un signe essentiel pour nous. Et je me souviens également bien notre ami Igor Kassovski et son témoignage est fondamental. Et le fondement de notre vie, c'est la dignité et pas le statut de victime. Vous avez une expérience riche en collaboration avec Human Rights Watch et maintenant nous allons avoir la chance d'écouter Kenneth Roth, professeur à l'université de Princeton des affaires internationales et pendant de nombreuses années, il a été également le chef de Human Rights Watch. Merci, monsieur le professeur Roth. Vous avez désormais la parole. Bien, merci infiniment et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Laissez-moi commencer en m'excusant car je vous parle de l'aéroport et par conséquent, j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit de fond. Je voudrais commencer en parler d'un commentaire précédent. Et nous ne devons pas faire la confusion entre les violations du droit international et la fin du droit international. Je ne vois pas forcément du pessimisme ou de l'optimisme. Je vois différentes réactions à différents événements. Et par exemple, dans des domaines où il y a eu une violation, mais aucune réponse,
Et les personnes qui ont occasionné ces violations en ont réchappé impunies. Et il n'y a pas eu de conséquences. Et voici un exemple, par exemple, du droit international qui a été endommagé. Et nous avons également la situation du Soudan avec les forces d'intervention rapide et des actions contre certains responsables officiels par le passé, mais rien ne s'est passé pour parler des atrocités actuelles. Et l'administration de Biden a lancé des sanctions, y compris contre certains Émiratis. Mais nous devrions reconnaître néanmoins que le droit international est différent du contexte local ou national. Et il y a des situations, et nous avons passé à Gaza, nous avons parlé de l'Ukraine également, et nous avons que Gaza et Israël qui commet un génocide à Gaza et qui a enfreint les droits internationaux. Nous avons des discussions au niveau du Conseil de sécurité, également au niveau de l'Assemblée générale, et il est clair mais en tout cas, il est clair qu'il y a néanmoins une enquête qui est lancée. On le voit en particulier avec le travail qui est fait par la Cour internationale de justice. Et par conséquent, il y a des mouvements, et nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas simplement des États-Unis qui ont donné le feu vert à Israël, il y a également l'Europe. Et je vais vous donner quelques illustrations, car je pense un effort supplémentaire qui a été fait avec l'Ukraine. Et nous avons par exemple le Conseil de sécurité qui a parlé plusieurs fois des violations des droits de l'homme. Et l'interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas l'interprétation correcte des propos de l'intervenant. Nous savons que Poutine n'a pas été inculpé pour le kidnapping d'enfants ukrainiens et ils ont été inculpés pour les attaques sur les installations électriques. Et personne n'a été inculpé pour avoir attaqué de manière indiscriminée les civils ukrainiens. And of course, now with Freedom Time, they've taken leave of absence because of the sexual assault allegations. Oh, it's a headless institution. It's not, I don't know who's in charge. So, the two deputies who've been assigned, but I don't know if they feel that they have the political strength to push forward. So, that underscores even more the importance of addressing the crime of aggression. And that's why I welcome the Council of Europe's agreement with Ukraine.
C'est pour cela que j'accueille l'accord qui a été réalisé par le Conseil de l'Europe. Et cela va aider à adresser le problème auquel fait face la Cour internationale de justice avec les chefs d'État et cela renforce l'implication du Conseil de l'Europe dans cette tâche. Donc il faut voir comment cela va se jouer, si cela sera une opportunité. Je pense que c'est important de voir que l'administration de Trump ne soutient pas cela, mais il y a une longue histoire en Europe de la résistance à Washington. L'interprète s'excuse de nouveau, le son n'est pas suffisamment clair pour pouvoir interpréter les propos de l'orateur. Nous sommes navrés. Against the U.S. position for a court that could apply to anybody in principle. So, Europe played a critical role there, and it's good to see Europe standing up today, seeming to be standing up today, against this resistance to justice from Washington. Now, I want to conclude by looking forward a moment and looking at, let's assume we do get a tribunal set up. Let's assume that it can get past the International Court of Justice obstacles to prosecuting a sitting of government. What might go wrong? And one thing that I could envision going wrong is that if indeed there are peace talks that proceed, so far they've been stymied. But if there are peace talks that proceed, what will happen if Putin says, okay, I'll agree to a ceasefire, but get rid of this tribunal? Now, Europe would presumptively say no. But Trump could say, that's fine with me. I didn't want this tribunal to begin with. Now, Trump will have leverage here. Trump a toujours dit qu'il n'aura pas besoin de ce tribunal parce qu'il ne le voulait pas à l'origine. Et nous devons avoir quelque chose en lien avec peut-être une présence armée en Ukraine. Parce que ce que Poutine veut, ce n'est pas simplement une poignée de territoire, il veut écraser la démocratie ukrainienne. Les États européens qui sont prêts à fournir des troupes veulent avoir le soutien américain, les États-Unis peuvent être en mesure d'intervenir et de défendre ces troupes européennes si la Russie voulait intervenir. Et si Trump décide de donner cette garantie à condition qu'il n'y ait pas ces tribunaux, eh bien, il faut voir ce qui va se passer. Nous avons déjà vu que Poutine avait déjà signalé sa volonté de violer le droit international. Et j'essaie uniquement d'élaborer un scénario pour l'avenir, afin que nous puissions y penser, mais nous savons que mettre en place un tribunal ne suffira pas. Nous devons être en mesure de nous ranger derrière ce tribunal et de pouvoir le défendre. Et merci beaucoup. Thank you, Merci beaucoup, professeur. Très important pour nous de vous avoir écouté. Je voudrais mentionner le fait que récemment, cette année, vous avez publié un livre
Redresser les torts, qui était publié en France cette année. Nous avons donc un thème très important là sur le droit international. Donc nous avons maintenant un moment court pour le dialogue, à la fois pour nos orateurs qui sont en ligne et ceux qui sont sur place. Donc s'il vous plaît, voici la parole. Alors rapidement, je pense que si l'on regarde l'avenir, il y a des risques liés à notre approche. Il y a quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et je pense que la présidente de la CIRC en a parlé ce matin, c'est le double standard. Je pense que voilà, le fait de traiter de manière différente les situations et les personnes dissémine une idée d'un caractère évitable. Donc je pense que cela est un danger qui est toujours d'être confus par rapport à l'horizon. Et en écoutant ce qui a été dit, quand on écoute les réalités de la souffrance humaine, il y a un besoin d'empathie qui est fondamental. Par définition, c'est quelque chose qui est universel. Donc nous devons avoir de l'empathie si l'on veut soutenir des idées d'universalité et de justice. L'empathie est également quelque chose qui nécessite, pour paraphraser le poème de John Donne, quand un homme meurt, cela vous concerne également. Et donc, quand quelque chose de tragique se passe, la mort heurte et blesse la tragédie humaine. Il ne faut pas imaginer que c'est trop loin. Il ne faut pas juger les choses par la proximité à laquelle nous nous trouvons. Cela nous concerne même si nous sommes loin. C'est le fléau de la guerre que nous devons combattre et nous ne devons pas faire de distinction. Merci beaucoup. Monsieur Fischer. J'ai 2 points. Dans le deuxième, je vais réagir à Oleksandra Matviičuk et je lui remercie beaucoup pour son intervention. Mais mon premier point, c'est lorsque nos gouvernements commencent à agir d'une manière légère avec ce qui est des obligations de l'état de droit, de droit international, il faudrait qu'on soit vigilant. Parce que s'ils sont légers avec le droit international, demain, ils pourront être légers pour ce qui est les affaires constitutionnelles dans nos propres pays, voire avec l'état de droit dans nos propres pays. Parce que s'il n'y a pas de droit, il y a le nihilisme. Et je trouve que c'est très important de garder à l'esprit. Mais Oleksandra Matviičuk, thank you very much for your work. Merci beaucoup pour vos pensées. Quand vous avez parlé du terme never again, plus jamais, c'est très inspirant pour vous en tant que personne ukrainienne qui parle avec l'expérience de centaines et de milliers de victimes. Ce que vous dites là, le plus jamais, ne veut pas dire la même chose que ce que l'on entend dans les pays qui ne sont pas soumis à des bombes. Et je pense que ça a vraiment ouvert mes yeux, à vrai dire. Merci beaucoup. Merci, Alexandra Matviičuk. Vous avez la parole. Tout ce qui fait face à l'Ukraine est le résultat d'une impunité totale face à la Russie. Les troupes russes qui commettent des crimes en Libye, en Syrie, en Géorgie, en Ukraine, mais ils n'ont jamais été punis et dans plein d'autres pays du monde. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si on veut empêcher les guerres à l'avenir, nous devons punir les États et les leaders qui commettent ces atrocités. C'est du sens commun
Mais dans toute l'histoire des hommes, il y a eu des tribunaux où il y a eu des jugements. Et à travers les siècles, il a été important d'établir le droit et la justice. Mais la justice est un privilège des gagnants. Parce que les procès de Nuremberg, par exemple, ça a été un tribunal pour les victorieux. Pour nous, nous avons nos propres objectifs historiques. Nous devons rendre la justice et il faut qu'elle soit indépendante pour définir quand et comment la guerre va se terminer. On ne peut pas attendre et je suis contente qu'enfin le tribunal spécial sur l'agression a démarré officiellement. Et j'espère que dans un futur proche, nous verrons comment ce tribunal spécial sur l'agression va gérer le cas de Poutine et de Poroshenko et de les rendre responsables. Parce que la justice n'influence pas que le passé, qui est également le futur, mais cela a un impact sur le présent même. S'ils pensent que cette fois-ci, s'ils ont le doute de se dire que cette fois-ci, ils ne vont pas éviter l'impunité, ils seront en face de la brutalité de leurs actions. Et cela signifie que l'on pourrait sauver des milliers, des milliers, des milliers de vies. Donc je voudrais terminer avec une petite annonce. Nos partenaires et nos collègues sont présents là sur la conférence avec une bannière qui dit People First Campaign. Donc s'il vous plaît, prenez une photo avec cette bannière pour montrer que vous soutenez le retour de la dimension humaine dans un processus politique. Merci beaucoup. Nous pensons qu'un nouveau Nuremberg serait à nouveau possible et serait un effort très important. Merci pour l'effort que vous et vos collègues réalisez. Professeur Roth, à vous pour le mot de conclusion. Je vais répéter ce qu'a dit Alexandra et je en parle d'ailleurs dans mon livre. Le fait que Poutine s'en soit sorti en Syrie et dans d'autres pays a créé la base de ce qui se passe en Ukraine. Et nous venons de loin. Et lorsque j'ai commencé à démarrer en tant qu'avocat, il n'y avait pas de perspective de droit international. Il n'avait rien à ce niveau. Donc, démarrer avec un tribunal, puis avoir la Cour de justice internationale, mais même jusqu'à tard, la Cour ne gérait pas les personnes accusées d'atrocités. Ce n'est que très récemment que certains leaders ont pu être jugés, comme par exemple au Myanmar, et qu'il y a eu des procès. Donc, voilà le résultat de longues années. Et vous parlez de la reconnaissance de l'approche en Ukraine. Il y a de vrais manquements dans le fait de rendre responsables certains généraux russes. Nous ne devrions pas nous décourager parce que l'on peut atteindre des choses. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse encore une fois pour le son provenant de Kenneth Roth. Je voudrais dire quelques mots en français. Ministre de la Justice, ministre de l'Abolition,
en quelque sorte, dans son testament, signé le livre L'accusation Vladimir Poutine. Il voulait donner un autre titre, L'accusé Poutine, levez-vous. Et je crois que c'est très important de prendre au sérieux cette invitation de grands juristes de notre temps, bientôt au Panthéon. Vous connaissez que le mot qui était déjà prononcé, le mot terrible de cette guerre, c'est le retard. Le retard qui donne des morts chaque jour, aujourd'hui, hier, demain. Et la question, quelles sont les transformations politiques, économiques, juridiques, culturelles, mentales peuvent renverser le cours de cette guerre monstrueusement longue. Vous connaissez que déjà au cœur même de l'Europe, des centaines de milliers, des millions de personnes ont disparu, effacées. Et la question posée par Elie Wiesel, permettez-moi, ce sera la dernière citation aujourd'hui, l'oubli signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Et si les tueurs et leurs complices acceptaient, nul n'est responsable de leur premier mort, nous le sommes de la seconde. Cette responsabilité est au cœur, évidemment, de notre débat sur la justice aujourd'hui. Et je tiens à souligner que Famille de Tocqueville accueille ici des jeunes, et en particulier dans cette salle se trouvent les diplômés du Collège d'Europe. Votre promotion porte le nom de Jacques Delors. Vous m'avez informé tout à l'heure que l'année prochaine, la promotion du Collège d'Europe portera le nom de Victoria Amelena. En ces temps sombres, puisse cette étoile nous guider tout au long de l'année à nouvelles retrouvailles ici, chez Tocqueville. Immense merci à tous.